Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir à Marseille aujourd'hui en compagnie de Rebecca Liguieri, qui ne s'appelle pas Rebecca Liguieri, et de Laurine Roux. Et donc, je vais modérer cette rencontre. Ce n'est pas mon métier, je suis aussi romancière comme Rebecca et comme Laurine. Donc, vous m'excuserez si je sais pas, si je commets des erreurs. Je vais donc commencer par présenter rapidement Rebecca Liguieri et Laurine Roux, leur poser une ou deux questions, et puis nous vous passerons la parole, et ça sera à votre tour de poser toutes les questions sur ce que vous voulez savoir sur leurs deux livres. Donc Rebecca Liguieri, si on tape votre nom sur Internet, on tombe tout de suite sur Emmanuel Bayamaktam. Oui. Donc vous avez deux noms, vous êtes créé un alias, comme l'écrivain Romain Gary, mais vous n'en faites pas mystère. Vous êtes une double romancière, et sous le nom de Rebecca Liguieri, vous avez publié 4 romans qu'apparemment vous considérez davantage comme des romans noirs ou comme des thrillers. Vous avez publié A Husbands, Les garçons de l'été, Eden. Alors, Eden, c'est un roman jeunesse. C'est un roman jeunesse, d'accord. Et Il est des hommes qui se perdront toujours. Vous êtes né à Marseille, hein, donc on est dans votre ville ici. Vous avez écrit en tout une quinzaine, peut-être voire plus, de romans, sous le nom de Emmanuel Bayamaktam et de Rebecca Liguieri, qui ont déjà été couronnés par plusieurs grands prix littéraires. Vous avez obtenu le prix du livre inter pour Arcadie en 2018. Vous venez d'obtenir le prix Médicis pour La 13e heure, votre roman le plus récent cet automne. Et sous le nom de Rebecca Liguieri, pour Les garçons de l'été, vous avez obtenu le prix littéraire de la ville d'Arcachon. Vous êtes agrégé de lettres modernes et vous êtes professeur de français dans un lycée. Dans un lycée de la banlieue parisienne. Ouais. Voilà. Alors, attendez, je sors mes petites fiches. Alors, Laurine Roux, qui vient de me dire « Ah, mais parce que j'ai prévenu qu'évidemment mes informations sortent d'Internet, mais justement, on ne sait pas grand-chose sur vous. » Donc, Laurine Roux, vous êtes professeur de français dans les Hautes-Alpes, où vous êtes née et où vous vivez toujours. Mais vous venez de m'apprendre que vous avez vécu 20 ans à Marseille, ce que je n'ai vu écrit nulle part. Vous avez publié 4 romans et vous êtes déjà, mais littéralement, couverte de prix. Vous avez obtenu le prix international de la nouvelle George Sand en 2012, le prix Révélation de la SGDL, la Société des gens de lettres, pour votre premier roman en 2018, Une immense sensation de calme, le prix de l'imaginaire et le grand prix du roman francophone, c'est ça ? Et le grand prix de l'imaginaire, d'accord. Pour votre deuxième roman en 2021, Le Sanctuaire. Et enfin, le prix Orange du livre pour votre troisième roman qui a paru au printemps 2022, c'est ça ? La rentrée de l'année dernière, 2022. La rentrée d'hiver, oui, c'est le printemps, l'hiver, enfin c'est pareil. L'autre moitié du monde. Et vous venez de publier un 4e roman cet automne sur l'épaule des géants. Donc vraiment 4 publications très rapides. On lit sur l'internet que vous êtes une grande lectrice de Jean Giono et de Blaise Cendrars, une voyageuse, et que dans chacun de vos romans, vous explorez un nouvel univers. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que pour l'instant, je n'en ai lu qu'un seul, qui est Le Sanctuaire. Je crois que c'est vrai. Voilà. Et vous avez écrit pendant 10 ans, et vous avez été refusé par des maisons d'édition avant que votre premier roman soit publié aux éditions du Sonneur, à qui on est très reconnaissant. Vraiment, parce que ce sont de magnifiques romans. Donc, vous habitez à la montagne, si je me trompe pas, et vous avez un rapport à la nature et au mot juste qui vous permet de décrire ce que vous voyez. Voilà. Donc, et vous êtes venu au roman par la poésie. Et vous avez grandi près de Beaumugne. Ah, finalement, vous avez beaucoup d'informations. Hein. Beaucoup plus que ce que je pensais. Oui. Ah, c'est pas fini. Et pour vous, écrire est une géographie. Voilà. Hein, donc une écriture, un alphabet, dites-vous, de la Terre. Voilà. C'est bon? Ah oui, tout est vraiment, juste. on peut rien trouver d'autre. Mais tant mieux.
Voilà. Alors en tout cas, ces deux romans, Il est des hommes qui se perdront toujours et Le Sanctuaire, vous avez pu remarquer qu'ils ont un certain nombre de thèmes, d'imaginaires en commun, et surtout évidemment autour de la figure du père et de la violence, je pense. Alors pour commencer, si j'arrive à m'y retrouver dans mes notes, eh bien, je vais vous demander simplement, Laurine, d'où vient cet imaginaire donc qui vous a permis d'écrire Le Sanctuaire. Donc il y a bien un virus qui a fait que tout le monde est mort apparemment ou pratiquement, et que ces 4 personnes, cette famille survit dans ce sanctuaire. Mais il n'y a pas seulement sur cette fable post-apocalyptique d'après le monde, il y a également le rôle des oiseaux et de l'aigle. Et j'aurais voulu savoir d'où vous est venue à la fois cette idée de cette fable et surtout ce rôle des oiseaux. Alors le roman, il m'est arrivé. Moi, je choisis pas quand les romans se signalent à moi. Ils se signalent par des petites des récurrences. Il y a des choses qui me viennent de manière récurrente, des images, des envies, des questions, une sorte d'obsession, et je me dis bon là il y a quelque chose qui me travaille de manière souterraine, et il faut que je me coltine à cette chose-là. Et c'est pas moi j'ai l'écriture, c'est ma seule manière de me débrouiller avec ces choses qui peuvent à un moment donné dans la vie m'attraper en quelque sorte. Et en l'occurrence pour Le Sanctuaire, je crois, alors là c'est très nébuleux aussi, hein, c'est des choses, on n'est pas toujours des bons archéologues de nos propres textes, hein, mais je crois que je peux situer le début du questionnement qui traverse Le Sanctuaire. Je peux le situer au moment où j'ai accouché de ma première fille. À ce moment-là, j'ai ressenti une sorte d'immense responsabilité. Je n'avais pas mesuré à quel point mettre au monde, et un enfant, mettre au monde, j'aime beaucoup cette expression, ça voulait dire l'exposer au monde des hauts chaos, un petit peu tel qu'il est, au monde violent, et accepter de lui lâcher la main et de lui dire mais va, mon enfant. Et ça a créé une forme de ligne de crête, cette maternité-là, avec l'envie de protéger ma fille et la nécessité et le désir de la laisser vivre sa vie. Et donc ce questionnement, je l'ai poursuivi dans ces premières années, et jusqu'au jour où on a acheté une maison très reculée dans les montagnes des Hautes-Alpes, et où je me suis, parce que moi j'avais très envie, après 20 ans de vie à Marseille, j'avais très envie de retrouver la sauvagerie, le rapport charnel, le choc avec les éléments, et notamment avec le vert. J'avais envie de vert et de la minéralité des montagnes. Ça me manquait. Mais je me suis posé la question, comme j'avais ma première fille, si on s'installe dans cette maison, si on poursuit ce rêve sauvage avec mon compagnon et moi, est-ce qu'on ne lui impose pas à elle le fait de la retirer d'une sociabilité de tous les jours, des copains qu'on peut voir, et donc c'était des questions très intimes qui me travaillaient. Moi, je ne savais pas à ce moment-là que j'allais en faire un roman, mais les murs de cette maison-là, de cette maison reculée, m'ont amené à me poser la question de si on pousse le curseur de l'amour trop fort, est-ce qu'il peut pas devenir carcéral? Est-ce que l'amour, quand on aime trop, est-ce qu'on n'aime pas mal? Bon, et tout ça, c'est venu ça a remué, ça a maturé, et c'est ainsi qu'est née l'idée des murs de cette maison, du sanctuaire, de manière qui devient une sorte de métaphore. Et donc c'est vrai que dans votre livre, ce père au début qui est un père très aimant, on sent pas tout de suite venir la violence. On a l'impression d'une famille heureuse, d'une famille aimante, et que c'est en effet ce que vous dites, une question de curseur, qu'on passe d'un père trop aimant, tout à coup ce qui prend le dessus, c'est le trop, et ce trop qui est donc une sorte de possession de l'autre et un refus de la liberté, un refus que l'enfant grandisse. Alors je voudrais passer au livre d'Emmanuel, et je voulais savoir, ce livre qui est également donc sur une figure de père, mais pas seulement.
Et j'aurais un peu une double question, pardon, pour Rebecca, je ne vais pas dire Emmanuel, mais c'est son vrai nom, donc c'est un peu, je sais pas, je dois vous appeler Rebecca. Non, Emmanuel, c'est très Emmanuel, bien. pour Emmanuel. C'est un peu une double question, c'est est-ce que vous diriez aussi qu'il y a chez Karl un trop d'amour pour ses enfants? Est-ce que c'est ça qui fait de lui cet horrible père, ce père violent et absolument vraiment épouvantable? Et l'autre question qui est pas tout à fait liée, c'est est-ce que vous, au départ, c'était un roman. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce roman? Parce que j'étais très surprise en vous lisant. Il y a vraiment au début toute cette première partie sur Karl et ses enfants, dont il veut faire des enfants stars, et on sent toujours la domination, la violence. On se sent dans un univers très clos qui ressemble beaucoup à l'univers du sanctuaire. Et puis vous allez ailleurs en fait. Ce que vous racontez finalement, c'est pas cette histoire-là, c'est l'histoire de Karel et pas celle de Karl. Vous racontez l'histoire du fils et pas celle du père. Donc vous voyez, c'est une double question. Oui. Alors pour répondre à la première partie de la question, moi mon père, non, c'est pas un père aimant du tout. Il n'y a pas trop d'amour, il n'y a pas de volonté de protection. C'est juste un homme violent. C'est aussi un minable. C'est quelqu'un qui cède à ses pulsions, qui ne travaille pas, qui survit avec des petits trafics louches, et à aucun moment on ne le voit aimant, ni envers ses enfants, ni envers sa femme. Le point de départ dit les hommes qui se perdront toujours. Alors il y en a beaucoup, hein, mais c'est effectivement une histoire de père et de famille. Alors bizarrement, parce que j'en parle assez peu dans le livre, mon point de départ c'est Michael Jackson. Enfin. Bon, qui m'obsède depuis toujours. Et ce que l'on sait de l'enfance de Michael, ce que lui-même en a raconté, c'est qu'il a eu un père très dur, un père qui a très vite vu que ses enfants pouvaient l'enrichir et qui les a dressés à coups de ceinture pour devenir finalement une sorte de poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que les enfants Jackson ont rendu le père Jackson richissime. Donc voilà, je suis partie un peu de cette enfance massacrée, dévastée, de ce père qui veut capitaliser la beauté et le talent de ses enfants. C'était un de mes points de départ. Je vous écoute tellement bien que du coup j'en oublie de préparer ma question suivante. Mais en fait, dans vos deux livres, il y a une très très grande dureté. Et j'ai même trouvé que là, en littérature, vous alliez vraiment très très loin. Alors, je voudrais, avant de passer à Laurine, continuer avec vous, Emmanuel. Il y a vraiment des scènes, mais presque insoutenables dans votre livre, et qui sont. Je parle pas alors. Bon, il y a toute l'histoire du meurtre de Gabriel, mais avant qu'on en vienne là, c'est surtout le rapport du père avec Mohan, avec le troisième enfant, Mohan. Vous vous rappelez qu'est cet enfant qui est né, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, si on dit anormal. Oui, non, il a toutes un sortes peu polyhandicapé, oui. Il a un certain nombre de polyhandicapés, c'est ça qu'on dit, et cette espèce de dégoût et de haine du père pour cet enfant, mais c'est vraiment quelque chose d'horrible. Donc où est-ce que vous êtes allé puiser cette violence? Vous voulez savoir si mon père m'a battu? Non, jamais. En tout cas. Et ce personnage d'enfant aussi, c'est très rare de voir une description telle d'un enfant qui est comme ça polyhandicapé dans la littérature, et qui quelque part aussi est résilient et s'en sort. Oui. Alors, déjà, moi, je suis pas du tout dans l'autobiographie. Hein. Je ne raconte pas ma vie, même si, évidemment, en écrivant, on puise dans ce qu'on a éprouvé, senti, vécu. Mais je tiens quand même ma propre histoire très à distance de ce que je peux écrire. Cela dit, on écrit aussi avec sa part d'ombre. Et moi, c'est vrai que j'ai pas du tout envie d'écrire sur les choses heureuses, harmonieuses, joyeuses, qui peuvent me réjouir dans la vie, hein, et heureusement qu'elles existent. J'écris plutôt avec ce qui me dégoûte, ce qui m'indigne, ce qui m'effraie. Et le personnage de Mohan, il m'a été inspiré par une rencontre que j'ai faite au moment où j'étais en train d'écrire le livre. Et après, le reste, hein, c'est le travail de l'autrice, hein, c'est de l'imagination. Mais ces rapports de famille très durs sont un peu une constante, hein, dans ce que je peux écrire. J'écris souvent sur des familles dysfonctionnelles où s'exerce la violence physique ou symbolique ou psychologique. En tout cas, mais c'est ce que disait Tolstoï, hein, toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Donc c'est beaucoup plus intéressant quand on écrit de décrire des dysfonctionnements que le ronron tranquille et heureux, dont je répète, hein, qui fait très plaisir dans la vie, mais qui fait pas forcément matière à livre. Alors, Laurine, j'aurais voulu vous demander, enfin, je sais pas si je sors je pose une autre question là. En fait, c'est pas tellement sur la. Enfin, sauf si vous avez quelque chose à dire vous-même sur la dureté et la violence
la dureté même de votre écriture. C'est d'ailleurs très frappant parce que votre personnage Gemma, elle a un côté, vous dites, elle a été programmée pour tuer en fait, pour tuer les animaux et les oiseaux et pour les dépecer. Oui, alors là, c'est la violence du désir du père de la dresser, hein, quasiment. C'est le mot qui pourrait convenir, qui est à l'œuvre. Mais en revanche, moi, j'ai pas la sensation d'avoir une écriture si violente que ça. En tout cas, quand j'écris aussi avec ce qui m'effraie, avec ce qui me dégoûte et ce qui m'indigne, ce que vous disiez. Mais je crois que j'ai besoin de personnages et de situations refuge. Et en l'occurrence, la beauté de la nature, la célébration, le chant du grand vert, des cailloux, des rivières, le chant des animaux, le chant du monde dans la bouche de la mer, ont été mes refuges. Je n'arrive pas à m'abîmer, à être engloutie totalement par la noirceur des histoires. J'ai vraiment besoin d'échapper. Et donc je dirais que c'est une écriture davantage peut-être en clair-obscur que celle de quand moi j'ai plongé dans le roman de Rebecca. Il y avait vraiment cette sensation d'être complètement de plonger dans un bain noir avec beaucoup moins de portes de sortie. Là j'y vois une différence sans se poser la question des points communs et des différences. Là j'en vois une certaine. Oui, on pourrait dire, je sais pas si vous seriez d'accord, mais que le personnage de Carrel dans le roman d'Emmanuel, dont c'est l'histoire, le roman est l'histoire de ce personnage, c'est quand même aussi l'histoire de quelqu'un qui a été détruit par cette qui a une transmission de la violence, finalement cette scène qui est au cœur du roman et qui est la scène du meurtre. Elle n'est pas morte, mais il la laisse pour morte, de Gabriel. Ce moment, pour moi, c'est la scène la plus forte de votre livre, et c'est le moment où tout à coup, alors qu'il aurait l'espoir pour Carrel que quelque chose de nouveau se passe, quelque chose qui releverait d'une histoire d'amour, de la rencontre d'un autre monde, ce qui l'emporte chez lui, c'est la rage. La rage, et j'ai été très frappée par ça, la faiblesse de Gabriel lui inspire la violence. Il aurait voulu, si elle s'était pas vexée au moment où il lui a dit ce qui est moche chez toi, c'est ton nez, si elle n'était pas tombée, s'il avait pu ne pas la blesser, il ne l'aurait pas blessée. Vous voyez, s'il avait pu ne pas la blesser par la parole, il ne l'aurait pas blessée physiquement. Donc il y a une espèce de quête de limite de l'autre. C'est comme ça que je l'ai senti dans votre livre. Et un désespoir qui lui est transmis par la violence du père. Et il n'y a pas de rédemption du tout. Il n'y a pas du tout de lumière à la fin du livre. Je suis pas vraiment d'accord. Ce qui est troublant, c'est que la scène dont vous parlez se passe à 2 pas d'ici, sachez-le. J'ai montré les lieux à Catherine. Alors non, je suis pas du tout d'accord, ni avec ce que dit Laurine, ni avec ce que dit Catherine, au sens où comme Laurine, j'ai besoin qu'il y ait des moments de lumière dans le récit. Un récit qui ne serait que plombant et sinistre, j'aurais du mal à l'écrire. Et sauf que la lumière, moi, j'ai pas du tout trouvé dans la nature, puisque précisément mon roman est très urbain et se passe à Marseille. Mais je l'ai trouvé dans la fraternité entre Carrel, Hendrika et Mohand, la joie qu'ils peuvent trouver dans le camp des gitans, la musique aussi, qui traverse tout le livre. Donc, je suis d'accord, le livre est très sombre, mais j'espère quand même et qu'il y a de la rédemption et qu'il y a de la lumière. Et cela dit, ce livre pose la question de la transmission. Est-ce que quand vous avez vous-même été battu, sadisé, humilié par l'un ou l'autre de vos parents ou par les deux, est-ce que vous n'êtes pas tenté à votre tour de reproduire la violence qui vous a été infligée? Je ne tranche pas, c'est une question qui est posée dans le livre, me semble-t-il. Et alors, donc la lumière, je suis bien d'accord avec vous. Je trouve qu'aussi que Mande est sans doute un des personnages les plus lumineux du livre. C'est quand même justement celui qui a été le plus abîmé et qui trouve en lui le plus la force de s'en sortir. Et vous le décrivez même comme quelqu'un qui devient presque beau. Vous décrivez cette beauté qu'il a, cet amour avec Lisandro. Donc c'est vraiment un personnage lumineux. Mais je veux pas poser de questions là-dessus, mais vous choisissez quand même, à la dernière page du roman, de le faire mourir. Voilà, c'est juste un tout petit détail. Son cœur s'arrête. Surtout pas le dire. Bon, vous l'avez lu.
Voilà, vous Vous l'avez l'avez lu. tous donc, lu intégralement. Alors tout va voilà. bien. Oui, non, c'est vrai. Après, Normalement, ouais. vous allez avoir d'autres questions. Donc, c'est juste, voilà. Bon, allez, non, Et non, j'aurais pardon une autre plus. question, mais Oui. peut-être je la poserai après. Et après, on passera. J'aurai encore une petite question, et après, on passera au public. Mais j'ai aussi une question. J'avais pour vous, Laurine, tout à l'heure, mais comme vous êtes adressée à Emmanuel, du coup, j'ai dévié mes questions. Par rapport à, donc, votre livre. Alors, 2 questions. Vous dites, j'ai besoin justement, de lumière, de lien à la nature, etc. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est qu'il y avait quand même une échappée possible. Et l'échappée, elle a lieu, finalement, quand Gemma, cette petite fille qui est programmée comme un robot, d'abord sent en elle un appel d'autre chose. Et cet appel, elle va, à partir du moment où elle va connaître l'aigle, le vieux et l'aigle, il y a la découverte d'un autre monde et aussi la découverte que les oiseaux ne vous font pas forcément mourir. Et donc ça, c'est une découverte immense. C'est-à-dire qu'à savoir que le père n'est peut-être pas celui qui sait tout. Mais alors je me suis demandé pourquoi ce vieux, le vieux, pour quelle raison vous avez choisi d'en faire quelqu'un d'aussi dégoûtant? Vous allez être d'accord avec moi ou pas d'accord? Voilà. Ah, celle-là, elle arrive toujours à un moment donné ou à un autre, hein, cette question-là du vieux. Vous vous rappelez le vieux? Je ne sais pas si je dois citer des passages ou pas. En tout cas, il a bu. Vous le décrivez très précisément, même si vous le dites, même peut-être dans une écriture très poétique, mais enfin très concrète quand même, et très physique, qu'il y a vraiment un abus sexuel et même un viol de Gemma. Une zone grise. Une zone grise parce que Gemma, pour approcher l'aigle, consent à subir ce qui va se produire. C'est une zone qui est au cœur du roman, une zone de malaise profond, qui d'ailleurs m'est souvent renvoyée par les lecteurs comme un moment du texte qui les a mis à mal. Oui, c'est je n'ai pas choisi. Alors la question c'est pourquoi ce vieillard dégoûtant, en quelque sorte. Alors moi j'ai là à la jeunesse du texte le personnage du vieux ne m'apparaissait pas comme un repoussoir si violent, dans le sens où lui il est arrivé, je parle d'écriture, je parle pas de ce qui se passe dans le texte, mais dans l'histoire de l'écriture, j'étais dans un huis clos, j'avais un lieu, une famille et une intrigue, et le sujet c'était survivre, en quelque sorte, dans le début, dans les commencements du texte. Et au bout d'1 an d'écriture, c'est de longue haleine l'écriture d'un roman. On est en compagnie des personnages et de l'histoire comme ça dans notre quotidien. Et j'étouffais. Je commençais à étouffer un petit peu. J'avais besoin d'un appel d'air. J'avais besoin de quelque chose qui me fasse sortir de ce huis clos. Il se trouve que c'est ce vieillard que j'ai exhumé un fantôme de la mine pour en faire ce vieillard qui avait survécu de l'autre côté de la montagne. Parce que j'avais semé cette piste d'un fantôme au début. Je savais pas si j'allais en faire quelque chose. Peut-être que je l'aurais enlevé à la réécrite, en travaillant après à la table d'écriture. Mais il m'a permis de venir injecter du sang neuf dans ma narration, moi, de nourrir à nouveau de l'accroche avec mon texte, parce que je commençais non pas à m'en lasser, mais il m'oppressait tellement que j'avais envie d'en sortir. Donc, il m'a permis de re-rentrer dans le texte, ce nouveau personnage. Donc, ça, c'est mon rapport d'autrice avec le personnage. Et je me suis rendu compte que je l'avais chargé je pensais que comme c'était un homme qui n'avait plus vu d'humain depuis des décennies, je l'ai imaginé, et c'est comme ça qu'il s'est signalé à moi, comme animalisé, bestial, ramené à des instincts primaires. Et donc, le côtoiement d'une personne d'un sexe opposé déclencher des pulsions incontrôlables auxquelles, et c'est là où je nuancerai peut-être quand même le propos, ou dans le langage, dans ce qu'il dit, et il se tape la tête physiquement, son corps aussi parle pour refuser cette animalité, refuser ce désir qu'il conçoit comme inacceptable, comme tabou. Donc c'est complexe, ça fait partie de cette zone grise, et
et de ce malaise. Il Grise, n'est pas mais- complètement, il est pas complètement bestialisé. Il essaye de résister et le mot qui revient dans sa bouche, c'est non, tout en se frappant la tête contre des Et dans murs de la cette scène caverne. dont vous parlez, on comprend aussi qu'il s'apprête à battre et peut-être à tuer Gemma, à la courir de coups. Et dans cette scène, elle est sauvée par l'aigle. C'est l'aigle qui la sauve. Donc quelque part, vous bestialisez le personnage, mais vous humanisez l'oiseau, l'aigle. J'aime bien les inversions. Je suis assez coutumière et très régulièrement, c'est des choses qu'on peut observer dans la vie. Hein. Le monstre n'est pas le monstre et l'humain n'est pas l'humain. Ça, c'est des grands principes et des grands archétypes. Hein, Et vous êtes d'accord qu'on peut parler d'une histoire d'amour entre Gemma et l'aigle? Une histoire de fascination. Fascination. Elle prononce le mot amour, Gemma. Oui, oui, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas employer ce mot. Je crois, enfin, ceux qui possèdent, le mot est très laid, pardon. Ceux qui vivent aux côtés d'animaux, on parle bien d'amour, qu'on a de l'amour, on éprouve de l'amour pour je sais pas, ses chats, c'est son chien, c'est son cheval. Non, je vois pas pourquoi on pourrait pas employer ce terme-là. Non, c'est une question. Non, j'y réfléchis en même. Non, mais je pense que ce qui se passe entre Gemma et l'aigle est d'une autre nature. C'est pour ça que je me pose la question. Est d'une autre nature que ce simple amour, qui sera un amour domestique. Il y a quelque chose de l'ordre et je pense, moi, en tout cas, quand j'ai écrit, c'était de l'ordre du symbolique. L'aigle, c'était celui qui s'arrachait à la gravité. Les oiseaux sont ces êtres vivants qui sont les seuls à pouvoir s'arracher à la pesanteur, à la terre, à survoler. Et je trouvais ça assez beau de doter Gemma de ce rapport fusionnel avec cet animal, parce que ça allait la propulser, elle allait trouver la force, elle allait trouver l'élan pour s'arracher à ses chaînes et à sa pesanteur qui est son père, qui est cette admiration qu'elle voue son Oedipe. Alors à propos d'élan, parce que je suis pas sûre qu'on puisse pas le dire à propos d'oiseaux, j'aurais voulu savoir, Emmanuel, d'où vous est venu, enfin vous décrivez admirablement la famille des gitans, qui sont vraiment, alors pour le coup, alors le côté solaire du livre, hein, c'est là qu'il est, c'est chez les gitans, dans leur générosité, dans leur accueil de Mohand, enfin toute cette famille, d'ailleurs vous comparez, vous ne cessez de les contraster à l'hôpital quand Lisandro naît, la famille qui est autour, alors tout ce contraste d'une famille sombre et violente et de l'autre ouverte et généreuse. Moi j'aurais juste voulu savoir d'où connaissez-vous si bien ce milieu, si vous le connaissez, ou l'avez-vous inventé, créé, enfin comment avez-vous été capable de décrire ce monde-là? Alors, je connais pas si bien ce milieu et je n'en viens pas, mais en revanche, j'ai une de mes très grandes amies qui a grandi dans un camp, alors qui n'était pas vraiment un camp de gitans, parce qu'il y avait des gitans, il y avait des manouches, il y avait des gens du voyage, qui était une sorte de bidonville, une sorte de camp de voyageurs sédentarisés, non pas à Marseille, mais à Villejuif où je vis aujourd'hui. Et en fait, elle m'a raconté son enfance très joyeuse dans ce bidonville qui s'appelait le Passage 50, et je m'en suis beaucoup inspirée. Et c'est vrai que voilà, ma connaissance relative de ce camp de gitans vient de ses souvenirs à elle que je lui ai pris. D'accord, elle vous a raconté très précisément. Oui. Et après, comment sont venus les personnages comment ils sont nés tous? Parce qu'il y a énormément de personnages dans votre roman. C'est un mix d'inventions pures, de rencontres, de choses que j'ai pu vivre par moi-même, et c'est tout ça qui fait un univers romanesque. Hein. C'est vraiment un mélange de choses inventées, vécues, racontées par d'autres. Les auteurs, les autrices sont de vrais vampires. Hein. Sachez que on s'inspire forcément de ce qu'on nous raconte. D'accord. Est-ce que c'est le moment de passer la parole aux élèves? Oui, c'est le moment. Alors, comment est-ce qu'on procède? Attendez, excusez-moi, Virginie va c'est moi qui passe le micro? Non? Donc vous avez tous préparé des questions. Vous essaierez de les répartir entre les deux autrices qui sont là. Alors, qui va se lancer en premier? Oui, tout là-haut.
Allô? Ok, c'est bon. Allez. Alors, donc je m'appelle Rassa Samé. Je suis un élève de seconde du lycée Geneviève Antonieuse de Gaulle. Donc je viens de Millau. Nous sommes accompagnés de 3 professeurs, Madame Oupar, Madame Alves et Monsieur Desbourg. Excusez-moi. Alors, je vais commencer par mes questions. À Madame Laurine Roux. Okay. Donc, pourquoi avez-vous décidé d'habiter à l'écart de la population? Ah, vous avez déjà répondu, excusez-moi. Non, mais la question, moi, personnellement, en tant que Laurine Roux dans la vie de tous les jours, c'est ça la question? Oui, bien sûr. Mais je crois pas que je fais des allers-retours, rassure-toi, entre le monde des hommes et ma petite cabane. C'est un besoin je parlais de refuge tout à l'heure, et je crois que c'est un refuge physique, cette maison un peu loin de tout. J'en ai besoin pour mieux retourner au monde et me mettre au monde à chaque fois. J'ai l'impression à chaque fois de me remettre au monde quand je reviens dans le monde des hommes. J'ai besoin de ces allers-retours incessants, et je ne pourrais pas vivre recluse dans ma maison, ça serait impossible. Mais enfin bon, on est loin de l'écriture. D'accord. C'est assez, non, mais c'est assez lié effectivement au roman, parce que je suis allée chercher cette patte intime. Mais ce que disait Rebecca tout à l'heure, c'est que le romancier puise et dans sa sensothèque, sa bibliothèque de sensations, et dans ses souvenirs, et dans ce qu'il a entendu, et dans ce qu'il fantasme, et tout ça, c'est fait des créatures Frankenstein qui sont faites de tous ces bouts. Moi, je me tiens aussi très à distance de tout ce qui est autobiographique. Je dis volontiers que mes romans sont intimes, parce qu'ils viennent de questionnements et d'obsessions et de hantises et de désirs personnels, mais en revanche, ça ne raconte à aucun endroit des événements qui pourraient m'être arrivés ou qui seraient arrivés à mes proches. Ça, je me tiens très éloignée de ça, j'en ai extrêmement peur. Pourquoi? Parce que déjà, je n'éprouve pas le besoin de parler de moi. Ça ne m'intéresse pas, et parce que j'ai une grande confiance dans la fiction pour endosser justement la parole intime, et que je la charge de ce pouvoir-là. Je continue avec vous. Merci pour cette réponse. Lors d'une interview, vous avez utilisé le terme libido géographique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Bien sûr, volontiers. Je l'utilise volontiers, cette expression de libido géographique. Et la plupart du temps, pour que j'ai envie d'écrire un texte, il faut que je sois saisie par un lieu, une géographie, qui est un endroit non pas que je trouve beau, hein. On est loin du coucher de soleil avec les palmiers, tout ça, hein. Il faut que je sois saisie par un endroit où il y ait une tension, qu'il y ait des choses qui me paraissent intéressantes, qui se frottent. Par exemple, dans un de mes romans qui s'appelle L'autre moitié du monde, c'est le delta de l'Èbre, qui est l'embouchure d'un fleuve qui traverse l'Espagne et qui se jette dans la mer. Et j'aimais bien l'endroit, ça m'avait saisi lors d'une émission de cuisine. Là, la libido géographique, elle s'est levée en regardant une émission de cuisine. Donc c'était vraiment très quotidien, tu vois, et je savais pas que j'en ferais un roman, et que ça avait la puissance d'être un noyau séminal pour que en naisse un cadre suffisamment fertile pour qu'il y ait des personnages qui en sortent, que ça fasse naître une histoire. Et donc j'ai besoin de ces lieux, et parce que c'est comme ça que les personnages peuvent naître, parce que il faut qu'ils soient en interaction avec les lieux, avec un lieu fort. Donc moi j'ai besoin de ça. C'est ça, cette libido géographique. Je suis incapable d'écrire autrement que comme ça. D'accord. Merci pour m'avoir éclairé. D'après vous, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Enfin, si vous regardez en l'état de maintenant, si vous relisiez votre livre, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou des choses
Vous n'aimez pas dans votre livre? Ça m'arrive de faire des lectures à voix haute devant un public de mon texte. Je le fais notamment avec un musicien. Et ça m'est arrivé de corriger en direct des phrases qui, par exemple, il y avait un verbe en trop qui me semblait en trop et j'en fais une phrase nominale. Et si j'avais à le réécrire, voilà, ça serait sur des petits arbitrages comme ça au niveau de la phrase. Mais ça, un livre, on peut le réécrire à l'infini. Il a plein d'avatars possibles. Et donc oui, je pourrais le réécrire indéfiniment, mais c'est pas très intéressant. À un moment donné, il faut couper le cordon. L'éditeur est souvent là pour ça, en disant bon là ça y est, on a atteint un stade qui est suffisant et voilà, ça suffit. Bonjour. Question pour Rebecca Liggeri. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire certains livres sous votre nom et d'autres sous votre pseudonyme? Alors ça date d'il y a à peu près 10 ans. C'était parce que il y a des choses que je n'osais pas écrire sous mon nom. Et le pseudonyme me servait un peu de paravent. C'est très désinhibant. Quand on prend un pseudonyme, il y a une forme de dédoublement de personnalité. Alors, très relatif, hein, je suis pas schizophrène. Et donc, le fait, pendant l'écriture du premier Liggeri, j'imaginais que personne ne ferait jamais le lien entre elle et moi. Et donc, ça m'a permis d'aller plus loin dans la violence, par exemple. Il y a des choses que j'aurais pas assumées sous mon vrai nom. Aujourd'hui, j'assume les deux. Mais dans un premier temps, c'était vraiment pour m'aventurer sur des territoires romanesques que je n'osais pas explorer sous mon nom. Et depuis, ça reste un peu comme ça. C'est-à-dire, j'alterne entre un nom et un autre. Ce que j'écris sous mon nom, c'est plus poétique, c'est plus comique aussi. Et ce que j'écris sous pseudonyme, c'est plus sombre, c'est plus romanesque et c'est souvent plus violent. Bonjour. Alors, c'est une question pour les deux auteurs. C'est en fait, avec notre professeur de français, on a fait un travail d'oral sur vos deux œuvres. Et on avait comme consigne de les comparer avec d'autres œuvres, c'est-à-dire des monuments, des musiques, des films. Et j'aimerais savoir si vous deviez comparer votre œuvre avec une œuvre artistique, ce serait laquelle? Peu importe le domaine. Pour moi, c'est très simple. Hein, ce serait une chanson. Et ce serait Demain, c'est loin d'Ayam. Voilà. Merci. Alors, je serais bien embêtée, moi. Non, je suis bien embêtée par cette question. Si tu me permets d'y réfléchir, je veux bien y répondre en différé tout à l'heure. À un moment donné, je dirais ça y est, j'ai. Non, parce que c'est la question du portrait chinois. Si votre roman, il était une œuvre artistique, hein, c'est ça C'est ça. Non, ça serait une cabane. Et parce qu'une cabane, ça peut. Ouais, moi je crois beaucoup que ce sont les enfants construisent des œuvres d'art quand ils font des cabanes. Je considère ça comme des œuvres d'art. D'accord, merci voilà. beaucoup. Je me suis un petit peu dépatouillée de la chose. Alors bonjour. Pour Rebecca Liggeri, pourquoi avoir choisi ce titre et essayer de nous donner un autre? Alors, moi, souvent, mes titres sont des citations. Et Il est des hommes qui se perdront toujours. C'est une citation d'un auteur marseillais qui s'appelle Antonin Artaud, que les Marseillais ne connaissent pas, mais ils ont tort. Et donc là, j'avais vraiment envie de mettre ce titre un peu comme un signal. C'est aussi une question posée au lecteur, parce qu'on ne sait pas de quels hommes il s'agit, ni même s'il s'agit vraiment d'hommes ou d'êtres humains. Est-ce que c'est Karl? Est-ce que c'est Karel? Est-ce que c'est tout le monde? Cela dit, c'est un titre assez négatif et assez pessimiste. Est-ce que j'ai pensé à d'autres titres pour ce livre? Oui, mais alors je les ai oubliés. J'ai toujours toute une série de titres, mais là, je t'avoue que je sais plus. Mais comme je mets un titre par chapitre, de toute façon, je pense qu'il y a des titres de chapitres qui auraient pu faire l'affaire pour le titre de tout le livre. Et deuxième question pour Laurine Roux. Votre livre a-t-il un rapport avec le Covid? Alors, figure-toi que j'ai commencé à l'écrire en 2018-2019. Donc, avant le Covid. Alors, non pas que j'ai des dons de prémonition, hein, rassure-toi, on n'est pas là-dedans, dans la pensée magique. Hein, mais je veux bien en dire quelques mots en revanche de cette affaire-là, parce que dans son discours de réception du prix Nobel, Modiano, qui est un auteur qui a reçu ce grand prix, utilise un terme que je trouve assez juste pour parler des romanciers. Et alors, moi, avant, je disais qu'ils avaient des sortes de petites antennes. Et lui, il dit que ce sont des sismologues. Alors, les sismologues, c'est les gens qui enregistrent les secousses profondes de la Terre et qui peuvent prévenir
les tremblements de terre qui vont arriver. Et je pense quand même que il arrive que parfois, hein, c'est pas une loi générale, mais que les romanciers, dans peut-être leur sensibilité, leur regard sur le monde, puissent percevoir des secousses profondes de la société, du monde, peut-être légèrement en avant, et qui sont des caisses de résonance du monde tel qu'il va, ou ne va pas, plutôt d'ailleurs. Et peut-être que j'ai perçu de ces choses-là. Mais alors ça revient, et je vais peut-être répondre à une question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est que depuis toujours, moi, je suis assez hantée par la question de la contamination. Et j'ai lu beaucoup de prose scientifique à ce sujet. Et en 2008, j'avais lu un texte de scientifique sur les réservoirs chez les chauves-souris de coronavirus. Ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'avais commencé la machine à fiction dès cette époque-là avait commencé à travailler sur le possible anéantissement d'une partie de l'humanité à cause d'un virus chez la chauve-souris. Voilà, cette disproportion-là me semblait intéressante et fertile en termes narratifs. Bonjour, j'aurais une question pour Laurine Roux. Est-ce que vos lectures sont des ressources d'inspiration? Toutes. Oui, je crois que j'écris vraiment avec peut-être que Rebecca fonctionne pas pareil, mais j'ai vraiment la sensation d'écrire avec toute ma bibliothèque derrière moi, et pas que les auteurs que j'ai aimés. C'est aussi intéressant quand je tombe sur un livre que je trouve moi pas très bon, dont je vois les ficelles, j'apprends beaucoup de choses. Voir les ficelles d'un texte, ses défauts, voilà. Donc je crois que j'écris vraiment avec toutes mes lectures. Et les voix que j'aime qui font partie maintenant de mon existence, qui m'accompagnent. Il y a des auteurs qu'on fréquente tellement qui s'incorporent à notre voix, à notre imaginaire, et voilà. Donc oui, complètement. Bonjour. Alors ma question elle est pour Laurine Roux encore. Pourquoi il y a 2 filles dans votre histoire, sachant que vous n'en aviez qu'une? Pourquoi il y a 2 filles, c'est ça? Gemma et June, mais j'en ai 2 déjà. Mais alors, j'avais besoin du lien. Alors, ça n'a rien à voir avec l'autobiographie, hein, cette affaire-là des 2 sœurs. J'avais besoin d'une sœur narrativement qui ait connu le monde d'avant, pour qu'elle puisse raconter à Gemma le fait qu'il y avait eu une pandémie et que la pandémie ait réellement existé par la bouche de June. Parce que sinon, si la pandémie ne venait que de la bouche des parents, ils pouvaient avoir menti sur le fait qu'il y ait réellement une pandémie. Donc c'était une nécessité narrative, la grande sœur. Donc voilà pourquoi. D'accord. J'ai une autre question. C'est tout à l'heure, vous disiez ne pas trop vous inspirer de votre vie réelle et tout ça parce que ça vous faisait peur. Mais alors que dans une interview, vous dites comme quoi vous vous inspirez de votre vie réelle. Si, vous l'avez dit. Vous n'avez pas les bonnes sources. Non, alors, non. Non, j'ai dû employer d'autres termes. Non, je t'assure, vraiment, c'est quelque chose que je peux pas dire. J'ai dû employer le terme, il m'arrive de me nourrir de questionnements intimes, de mes obsessions, de mes désirs, de mes terreurs, mais en aucune manière, les événements de ma vie ne sont réellement une matière narrative pour moi. Il m'arrive de me pencher sur les mouvements, par exemple. Ah oui, peut-être que tu fais référence je vois pas trop l'interview dont tu veux parler. Est-ce que tu as une idée? Alors, je pense que c'était peut-être avec la librairie Mola, peut-être, mais c'était surtout en fait le lieu, le fait que vous partiez, vous aviez choisi de vivre à l'écart en fait. Ou enfin à l'écart. En tout cas, vous aviez choisi de sortir un petit peu de la cité, de la ville. C'était cette idée-là en fait, cette question-là. Non, pas d'autobiographie, hein, vraiment. Je vous assure. Non, mais moi, je suis très frappée que pour l'instant on n'a pas eu de question de filles. Ou alors je me trompe. Ah, d'accord. Bonjour. J'ai une question pour vous deux, Laurine et Rebecca. Dans vos 2 livres, quels sont vos personnages préférés? Moi, c'est Mohand dans Il est des hommes,
qui est vraiment mon héros. Qui a des côtés anti-héros, parce qu'effectivement, il est petit, il est maigre, il est souffreteux, il est beaucoup moins spectaculairement beau que son frère et sa sœur. C'est le moins aimé par le père, il est trop aimé d'une certaine façon par la mère, et en même temps, c'est le plus honnête, c'est le plus courageux, et c'est celui qui a la trajectoire la plus nette, me semble-t-il. Donc c'est celui qui est le plus cher à mon cœur, en tout cas. Moi, aucun. Tous. Aucun et tous. Je les aime tous. Les bons comme les moins bons. J'aime tous mes personnages et dans tous mes romans. Et du coup, dans les personnages les moins bons, selon vous, qu'est-ce qui vous attire, enfin, qu'est-ce que vous aimez, par exemple, sur le père dans Le Sanctuaire? Moi, le père, alors, la réception de ce personnage-là a dépassé, moi, ce que j'avais déposé, ce qui me semblait avoir déposé dans ce personnage-là. Alors là, pareil, il y a un écho avec, moi, je l'ai écrit avant la vague #MeToo. Bon, il y a eu une réception post-vague MeToo. Donc, il a il a endossé une sorte dans l'œil du lecteur, masculinité toxique. Il incarnait ça. Moi, je l'avais plutôt pensé quand je l'ai imaginé comme ça aurait pu être une femme, ça aurait pu être une mère qui trop embrassée et mal étreignée. C'était vraiment la question de comment c'est difficile d'aimer, et quand on aime trop, comment on peut emprisonner. Moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était la maladresse de l'amour. Après, qu'il bascule dans la folie, c'est autre chose. Mais au départ, il est animé des meilleures intentions et d'un amour sincère pour ses filles. Après, cet amour, ce qui devient, et comment la folie peut le travailler, c'est autre chose. Bonjour, c'est pour Madame Roux. Votre livre ressemble beaucoup à un film, Capitaine Fantastique. Est-ce que vous l'avez déjà vu et est-ce que vous en êtes inspiré? Je l'ai vu alors que j'avais déjà écrit la première scène, figure-toi. Et alors ça m'a troublée. Tu t'imagines bien, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que je peux pas être accusée d'être allée puiser là-dedans de l'inspiration. Et bon, c'est une scène de chasse d'un adolescent qui chasse à l'arc, si je ne m'abuse, dans le film. Non, j'y ai trouvé plutôt un écho à mon imaginaire qui m'a plutôt rassurée. Enfin, pas rassurée, non, parce que j'avais pas besoin d'être rassurée. Je crois volontiers au fait que l'on puisse partager des imaginaires avec d'autres créateurs. Donc voilà, je m'en suis pas inspirée, mais j'ai été frappée par ça et agréablement frappée. Vous avez tous entendu le nom du film dont parlait votre camarade? Capitaine Fantastique. Capitaine Fantastique. Capitaine Fantastique. Bonjour, je m'appelle Emine. J'ai une question pour Rebecca Ligeri. Quel public ciblez-vous dans le livre? J'ai pas entendu en fait. Quel public ciblez-vous dans vos livres? Ah, très bien, très bonne question. Quel public? J'aimerais avec ce livre toucher un public plus large que celui que je touche d'habitude, plus jeune, peut-être plus masculin, plus populaire. Et je constate que je vois venir à moi pour ce livre des lecteurs qui ressemblent pas à ceux que j'ai d'habitude. Donc voilà, j'espère toucher un public plus large que celui que je touche d'habitude. Merci de cette question. J'ai une question pour Laurine Roux. Est-ce que Gemma reflète une partie de vous? Alors, est-ce qu'elle représente? Non, reflète une partie reflète, de vous. Oui. Peut-être que, tu sais, ça, c'est des choses qui nous échappent un peu aussi. Hein. Est-ce qu'on est les bons juges pour savoir ça? Je suis pas sûre. Je suis allée puiser pour me glisser dans sa peau, dans des souvenirs d'enfance, mais des souvenirs pas d'événements, mais de sensations. Je vais vraiment souvent puiser dans des souvenirs de sensations avec l'herbe, avec le vent, avec enfin voilà, plus. Ce que je pourrais dire, c'est que je vais volontiers prêter ma peau à Gemma.
peut-être dans ce sens-là, je réponds au jeune homme tout à l'heure à qui je dis, enfin, voilà, je peux prêter à mes personnages ma peau, mais uniquement ça. Et la peau, c'est quand même ce qui nous permet d'être au monde, hein. C'est notre interface avec le monde. C'est par là aussi que le monde rentre en nous, hein. Bonjour, j'ai une question pour Rebecca Ligueri. Est-ce que la musique est très présente dans vos romans, pardon? Oui, dans tous, mais dans celui-ci en particulier. Alors déjà, moi, j'écris comme j'écris dans les cafés en écoutant souvent. Soit je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique, soit j'écoute la musique ambiante, peu importe si c'est la radio ou la télé. Et en fait, il y a même quasiment une chanson par chapitre, en fait. Je sais pas si vous avez fait attention. Et c'est vrai que pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est quelque chose aussi qui me donne une forme d'énergie. Donc c'est très important pour moi. Et j'ai essayé de montrer comment, dans toute la cité Artaud, les gens écoutent des chansons et ça compte dans leur vie. Et je pense que dans nos vies, il y a des chansons qui comptent et qui nous accompagnent. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de transcrire dans Il est des hommes. Bonjour, moi j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré le syndrome de la page blanche. Non. Et vous, Laurine? Non. Pas exactement. Pas le syndrome de la page blanche. Il m'est arrivé d'avoir des moments où j'écrivais pas, mais parce que j'avais choisi de pas écrire. J'avais pas envie d'écrire et je ne considérais pas ça comme inquiétant. D'accord. Et est-ce que vous connaissez un moyen pour développer son imaginaire? Lire. S'ennuyer. Aussi. Lire, s'ennuyer. Oui, s'ennuyer. Ça, c'est très important. Moi, j'avais une question pour Rebecca. La retrouvaille entre Karel et Gabriel, elle semble peu cohérente et je voulais savoir si c'était un choix destiné à faire comprendre la conséquence de ses actes. Cette rencontre, elle est très violente. Il y a une espèce d'incertitude qui plane quant au sort de Gabrielle, est-ce qu'elle est morte ou pas. On peut tout espérer, hein, que finalement elle s'en sorte sans séquelles, etc. Et c'est vrai que ces retrouvailles où elle est très abîmée, je sais pas si c'est cohérent, peut-être pas. En tout cas, ça va peser sur la vie de Karel jusqu'à la fin. Enfin, c'est une source de remords et de culpabilité et de honte terrible. Effectivement, ça signifie que cette violence n'est pas restée sans conséquence. Tu as tout à fait raison. Donc, bonjour. Moi, j'ai une question pour Rebecca Ligueri. Est-ce que vous vous inspirez du cinéma et du coup, est-ce que certaines de vos œuvres ont déjà été adaptées à l'écran? Oui, je m'inspire beaucoup des films et des séries que je peux voir. Et alors, jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas abouti, mais certains de mes romans sont aux mains de producteurs ou de réalisatrices ou de réalisateurs. Maintenant, entre le moment où une maison de production s'intéresse à un roman et le moment où le film advient, malheureusement, ça peut être très long. Et puis, le cinéma, c'est un tel budget, c'est tellement d'argent que souvent, le projet tombe à l'eau avant d'aboutir vraiment. Mais moi, le cinéma m'inspire et les romans que j'écris sous pseudo, je pense, sont assez cinématographiques parce que je pense les scènes, je visualise et effectivement, j'aimerais beaucoup qu'un jour, un de mes romans donne lieu à un film ou à une série. Question pour Rebecca Ligueri. N'avez-vous pas peur de donner une mauvaise image du monde à la jeunesse? Et est-ce pour vous le reflet d'une certaine jeunesse? Oula. Est-ce que j'ai peur de donner? Non, ça non. Tu peux répéter la deuxième partie de ta question? Pardon. Est-ce pour vous le reflet d'une certaine jeunesse? Jeunesse de Marseille? Non, je peux pas dire ça. D'autant que mon roman se situe finalement à une époque où aucun de vous n'était né. Non, ça parle de la jeunesse en général et pas forcément la jeunesse de Marseille des années 80-90. Non, j'espère avoir échappé aux stéréotypes et ne pas donner... Enfin, je sais pas trop comment répondre à ta question, en fait. Voilà, tu peux me mettre 2 sur 20, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai à nouveau une question.
c'est pour Rebecca Liguiri. Pourquoi Rebecca Liguiri comme pseudonyme et pas un autre? Vous vous inspirez de quoi? Qui me pose la question? Je ne vois pas la personne. C'est Alors, moi. pourquoi alors moi, il se trouve que mon père est italien, donc Rebecca Liguiri, c'était une façon d'adresser une sorte de clin d'œil à ses origines italiennes. Rebecca, c'est aussi un prénom très international, qui se prononce facilement et qui est connu pratiquement dans le monde entier. Et c'est aussi le titre d'un roman que j'adore, Rebecca de Daphné du Maurier, le titre d'un très beau film d'Hitchcock qui en a été tiré. Et Liguiri, c'était alors là encore un clin d'œil, mais qui n'amuse pas grand monde, à un auteur italien qui s'appelait Dante Alighieri. Donc je voulais lui rendre hommage, mais c'était surtout le roman Rebecca que je vous incite à lire, qui est magnifique, et une façon de dire coucou à l'Italie. Donc, bonjour. J'ai quelques questions. La première, ce serait pour vous, madame. Désolée, j'ai oublié votre prénom. Laurie, Rebecca. Ok. Et ce serait pourquoi Gemma, elle a une telle fascination par rapport à son père, en fait? Parce que c'est un personnage très dur quand même quand il était plutôt au début du roman. Mais elle a vraiment c'est son idole, je dirais. Et pourquoi? Alors parce que l'histoire m'est arrivée ainsi, que elle n'a que son père comme référent, son père et sa mère qui est assez passive, donc c'est assez naturel qu'elle fasse acte de crédulité, qu'elle ne remette pas en question ce qu'il lui dit, qu'elle l'aime, elle n'a que lui. Lui et sa sœur et sa mère, hein. Mais c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui donne le tempo, donc c'est assez naturel. Si je peux me permettre, Laurine, je dirais, parce qu'il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait que, rappelez-vous, elle est la préférée de son père et il est fier d'elle. C'est important le sentiment de fierté quand même. Il est fier d'elle, elle chasse, il lui a tout appris, elle chasse extraordinairement bien, il lui a appris qu'il faut tuer les bêtes tout de suite. Je vous rappelais le moment où elle a raté sa cible et il lui fait dépecer, je sais plus quel est l'animal. Un lapin. Un lapin, il lui fait dépecer le lapin vivant, ce qui a l'air d'un acte extrêmement cruel, mais qui a cette idée derrière de lui apprendre qu'elle doit vraiment ne pas le rater et le tuer en une fois. Mais pour ne pas faire souffrir. Pour ne pas faire souffrir, c'est ce qu'on comprend. Donc au début, c'est un père qui a l'air... alors ils sont dans un monde particulier, qui est quand même le monde où il faut survivre, de la survie. Mais c'est un monde où le père est un père aimant, protecteur, qui veut apprendre à ses enfants. Qui déborde d'amour dans ce contexte de ruine. Donc on peut comprendre l'amour de sa fille qui ne connaît que lui, qui dans la famille c'est quand même lui la figure, celle qui apporte tout. Et il est solaire. Dans le début du roman, il est solaire. Après, il bascule et il y a un écroulement de tout ce qui s'était construit. Hein. Je sais pas si j'ai répondu. C'est le plus apte à la survie aussi. Enfin, la mère serait incapable. La mère était destinée à mourir dans cet univers-là. Elle a été sauvée par le père et elle est ramenée à l'avant et à l'ailleurs sans arrêt par le ressassement. Elle ressasse le monde, elle le remâche dans sa bouche. Et il y a quelque chose d'un peu claustrophobe dans ce personnage-là. Et si vous vous rappelez le premier moment, me semble-t-il, où Gemma va perdre cette confiance totale en son père, parce qu'elle a confiance en lui. Il est dur, c'est un père dur, mais on peut aimer un père dur, si c'est pas un père qui est injuste et qui abuse. Au début, on le voit pas, c'est un père dur, ferme, mais qui a de l'amour, on le sent. Et le premier moment où elle va remettre en cause ce père, c'est quand elle va finalement rencontrer le vieux, qui a cet oiseau avec lui, et qui n'est pas mort. Or, le père, on comprend en ce moment-là, a toujours appris à ses enfants que les oiseaux, c'est eux qui apportent la mort, qui répandent la pandémie, qui apportent la mort, et donc les oiseaux, il faut les tuer immédiatement. Et là, pour la première fois, elle voit un être vivant avec un oiseau, et l'être vivant, le vieux, n'est pas mort. Et donc, pour la première fois, eh bien, ça remet en cause tout ce que son père a pu lui apprendre et tout ce qu'il a pu lui dire et sa confiance dans ce père. Pour rebondir sur la maladie que portent les oiseaux, en fait, pourquoi avoir choisi les oiseaux comme porteurs de la maladie?
Déjà parce que ce que je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant narrativement et poétiquement dans le fait qu'il s'affranchisse de la gravité. Donc ça, moi, ça m'intéressait pour mon écriture et pour les échos. Expliquer le fait qu'il puisse, je crois qu'il avait parfaitement compris, le jeune homme. Et plus généralement, j'avais été très frappée dans les années 2000. Il y avait eu une grippe aviaire et on tuait les oiseaux. Et moi, j'ai grandi au milieu d'oiseaux. J'ai grandi au milieu de canards, d'oies, de paons, de poules, et j'avais un corbeau quand j'étais quand j'étais enfant. Donc j'ai côtoyé ces créatures-là de manière intime. Et il avait été question de devoir les abattre. Et c'était d'une violence inouïe et qui s'était ancrée dans mon corps. L'idée que potentiellement on puisse, pour nous sauver, devoir tuer. Et ça avait été un nœud qui avait fertilisé mon imaginaire, certainement. Et il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des oiseaux. Enfin, moi, je trouve ça très très beau dans ton livre, hein, cette crainte irrationnelle ou pas de l'oiseau. Comme toute phobie, hein, qui est... J'aurais voulu juste poser une question. Vous arrêtez une seconde parce je crois qu'on a bien compris d'où venait l'imaginaire de Laurine Roux dans Le Sanctuaire. Elle nous a donné plusieurs réponses. Là, elle vient de parler des oiseaux. Un peu avant, elle vous a expliqué d'où venait ce personnage du père, qu'il est venu au moment de la naissance de son premier enfant, quand elle a compris comment l'amour pouvait conduire à un trop d'amour. Et elle a parlé aussi de son rapport à la nature. Alors du coup, j'aurais une question pour Rebecca Liguieri, et qui est ce père dans Il est des hommes qui se perdront toujours, ce personnage de Karl Klaes, d'où vient-il? Ce père qui vraiment, pour le coup, n'a rien pour lui, qui vraiment est un personnage négatif, mauvais, qui n'a pas d'amour, comme vous l'avez dit. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, c'était vraiment... j'ai pensé à tous ces pères abusifs et au père et à Joe Jackson, le père de Michael. Et ça a été ma principale source d'inspiration. Mais c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait. Hein. J'en ai fait un individu encore plus abominable que ne l'a sans doute été le père de Michael. Bonjour. Du coup, j'aurais une question pour Laurine Roux. Dans le Sanctuaire, vous abordez le sujet de la supériorité masculine. Et dans votre autre livre, L'autre bout du monde, vous évoquez la supériorité féminine. Alors pourquoi avoir choisi les deux? J'aborde le sujet de la supériorité féminine dans l'autre moitié du monde. Ben, j'avais vu ça. Non, je crois pas. De l'égalité des sexes, oui, certes, mais pas en aucune manière il est question d'une quelconque supériorité féminine dans l'autre moitié du monde. Hein. Bah alors pourquoi dans le Sanctuaire la supériorité masculine? Puis les choses se retournent. Je suis pas complètement convaincue de cette idée-là. Le père est abattu par une de ses filles qui a la force de commettre ce geste irréparable et terrible, abattre son père, le parricide. Ça fait partie des grands impensés de nos sociétés. Hein. Mais là, c'est parce que c'est une question c'est pour protéger, c'est pour que sa mère survive, pour les sauver, parce qu'elle se rend bien compte, elle, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc il est question de s'affranchir, davantage que d'une masculinité toxique, il est question de comment on s'arrache de cette masculinité toxique dans ce roman-là, je dirais. D'accord. Rebonjour. Alors, c'est pas souvent qu'on rencontre des écrivaines. Du coup, je voudrais vous poser plusieurs questions en plus. Est-ce que vous faites ça à temps plein? Est-ce que vous avez un autre métier ou quelque chose d'autre que vous faites dans la vie? Je pense que c'est bien pour une première question. Pendant longtemps, moi, j'ai enseigné, donc j'étais à la fois prof et autrice. Je le suis de moins en moins prof, hein, et de plus en plus autrice, mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre de sa plume. Rares sont les auteurs, autrices qui y arrivent. Et moi, j'ai été très heureuse de pas dépendre justement de la vente de mes livres et d'avoir un métier, d'avoir un statut, d'être fonctionnaire, d'être enseignante. Outre le fait que j'aimais bien ça, ça m'a apporté une forme de
de sécurité. J'avais pas besoin de me dire, allez, maintenant il faut que tu écrives des choses qui plaisent à tout le monde et qui vont se vendre. Je pouvais écrire mes petites insanités dans mon coin. J'avais de toute façon un métier qui me permettait de survivre confortablement, enfin de moins en moins. Et voilà, maintenant je suis autrice à temps plein. Alors moi, je partage mon temps entre l'écriture et l'enseignement. Je continue et j'espère que je pourrai continuer, justement pour cette question de la liberté que ça permet et de s'affranchir pour le coup vraiment des attentes du public, d'un quelconque besoin commercial, pour pouvoir écrire uniquement ce que j'ai envie d'écrire. Alors j'aime beaucoup l'idée des petites insanités, ça me plaît beaucoup. Voilà, réellement, pour moi, alors c'est capital, mais très acrobatique. C'est très compliqué concrètement. Moi, d'autant plus que j'habite loin, dans les Hautes-Alpes, et on est amené à beaucoup se déplacer pour rencontrer les lecteurs, ce qui veut dire beaucoup de temps passé dans les transports. Bon, c'est acrobatique, mais c'est le prix de cette liberté-là. Et pour moi, elle est, pour l'instant, trop précieuse pour que je l'abandonne. Et Laurine, vous enseignez à plein temps? J'enseigne à mi-temps depuis l'année dernière. Mais du coup, même avec l'inflation, vous arrivez à vivre correctement, décemment, en étant autrice? Alors, avec un salaire d'enseignant, c'est très difficile de vivre correctement, je tiens à le dire, parce que les profs sont très mal payés. Après, ça dépend des ventes de tes livres. Est-ce que tu écris aussi pour le théâtre? Auquel cas, ça fait d'autres rentrées d'argent. C'est très variable d'une autrice et d'un auteur à l'autre. C'est une bonne question, oui. Vous savez, jeune homme, là, parce qu'à l'heure actuelle, il y a je crois que il me semble que c'est la SGDL, si je me trompe pas, qui est en train de faire une enquête pour savoir si justement les écrivains, quand ils se déplacent, qu'ils vont dans des librairies, est-ce qu'ils sont rémunérés? C'est le cas, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, où quand un écrivain fait une lecture ou une rencontre quelque part, il est payé. Et en France, c'est pas vraiment le cas, c'est pas généralisé. Donc c'est une façon dont un écrivain pourrait aussi gagner de l'argent à chaque fois qu'il se déplace, qu'il prend une journée de temps, qu'il va vers un public, qu'il parle de ses livres. Est-ce qu'il faut le payer ou pas? Voilà. Et là, par exemple, on n'est pas payé, hein. Sachez-le. Mais c'est une question concrète. Vous avez raison de poser cette question. C'est pas, s'il y en a parmi vous qui veulent devenir écrivain, c'est pas évident de gagner sa vie en étant écrivain. Au début, certainement pas. Il vaut mieux avoir un métier à côté. J'ai une question pour Rebecca Alighieri. Pensez-vous qu'il est important d'aborder les thèmes comme la violence, les difficultés sociales ou la misère intellectuelle dans vos romans? Je saurais pas trop répondre à ta question. Est-ce que c'est important, pas important? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'écris avec ce qui me préoccupe, ce qui m'angoisse, mais je pense écrire avec des motifs de préoccupation et d'angoisse qui sont des motifs de préoccupation et d'angoisse collectifs. Donc, je pense que la violence, de toute façon, ça nous traverse tous. On est tous capables de violence. On a tous subi la violence. Donc, je pense pas non plus aborder un sujet très singulier en le faisant. Ce qui est sûr, et c'est ce que je vous disais en substance tout à l'heure, c'est que j'écris avec ce qui me trouble et pas du tout avec le reste. Donc, évidemment que je vais parler de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de violence, de réchauffement climatique et autres. Justement, en parlant de thèmes, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans vos œuvres? À qui j'adresse cette question? Un peu les deux. Oh, non. Enfin, je sais pas si... Moi, oui, très clairement, la famille, les communautés, en particulier les communautés religieuses, la transidentité, la violence symbolique et la violence physique, et toutes les angoisses liées au réchauffement climatique et à ce qui attend notre espèce et les autres à plus ou moins brève échéance. Moi, j'en partage certaines de ces obsessions, la nature, la transmission, le mal, ce que c'est qu'être une femme dans le monde, la catastrophe, la question de la catastrophe et des ruines, et de ce qu'on fait des ruines, comment on construit sur des ruines, et la joie, je dirais aussi. Bonjour, je voulais savoir si c'était compliqué de se faire
reconnaître à sa juste valeur et en combien de temps à peu près? Moi, ce que je peux oui, peut-être, je sais pas ce qu'il en était pour la première publication de Rebecca. Oui, moi, pendant très longtemps, j'avais pas de lecteur, en fait. J'ai 57 ans et finalement, je commence à m'installer un peu dans le paysage littéraire depuis une dizaine d'années. Donc, pendant des années, mes romans étaient très confidentiels. J'avais peu de lecteurs. Alors, j'en avais quand même. Hein, j'étais touchée par ça, mais c'était vraiment très modeste. Et est-ce que je dirais pas qu'on est-on reconnu à sa juste valeur? Qui, tu vois, qui décide de la valeur d'un auteur, d'une autrice? Ce sont des questions compliquées. Hein. Je pense que les auteurs, qu'ils aient du succès ou pas, ils estiment toujours qu'ils en méritent. À peu près tout ce que je peux te dire sur le sujet. Oui, voilà. Je partage ton avis là-dessus. Moi, ce que je peux en dire, c'est que pendant très longtemps, j'ai essayé d'être publiée, ne l'ai pas été. Donc, j'ai été refusée par des maisons sur des textes qui, par la suite, ont été publiés au Sonneur et qui ont connu un lectorat. Voilà, ce qui peut être un signal d'encouragement pour tous ceux qui reçoivent des lettres de refus. Ça veut pas dire que votre texte n'est pas publiable, ça veut dire qu'il n'est pas publiable dans la maison qui le refuse. Et qu'il faut trouver la maison. Le terme de maison d'édition, d'ailleurs, c'est un terme qui m'est cher, qui est important, parce que moi, depuis que je suis au Sonneur, j'ai vraiment la sensation d'être dans une maison. La maison, c'est ce qui abrite une famille, et je ressens vraiment cette idée. C'est une maison d'édition qui publie 15 titres par an. C'est très peu, voire 12, 15. Et donc, ils prennent le temps de travailler sur les textes, de réfléchir, d'accompagner les auteurs dans une œuvre. Je pense que c'est à peu près la même chose chez POL. Oui, hein, avec plus de parution. Mais donc, finalement, ce long parcours de refus, c'est finalement a posteriori une chance, parce que je suis arrivée, j'ai atterri dans la maison certainement qu'il me fallait. Donc je ne regrette rien de ces années-là de silence, et ça a forgé aussi, ça je peux peut-être en dire un mot, ça a forgé un rapport nécessaire et intime avec la littérature, et je sais qu'il y ait des lecteurs, qu'il n'y ait pas de lecteurs, qu'il y ait du succès, qu'il n'y ait pas de succès, moi ce qui me tient, c'est ce qui se passe quand j'écris. Et pendant 10 ans, j'ai continué à écrire. J'aurais envie de dire, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais que l'écrivain, c'est quelqu'un qui persévère en dépit de tout, qui va continuer, parce que finalement, il trouve sa gratification dans l'écriture, et pas juste dans le succès, la publication. Mais du coup, je me demande si c'est pour cette raison que le personnage principal de vos 2 romans est un persévère. Alors, j'allais la faire. Hein. Bon, Bonjour, j'aurais une question pour vous deux. Avez-vous un autre livre en projet, et si oui, lequel? Alors, moi j'ai terminé un roman jeunesse là, qui paraîtra à la rentrée. J'ai terminé, je peaufine, je parachève une pièce sur Michael Jackson, mon obsession, vous l'avez compris, et Britney Spears, qui se jouera en septembre. Et j'ai commencé un roman adulte qui paraîtra sous pseudonyme, mais pas avant 1 an ou 2, je pense. Donc voilà, mes projets. Alors, j'ai un texte jeunesse aussi qui va paraître en mai, début mai. Donc pour moi c'est une première. Bon, je fais pas trop de différence entre la publication jeunesse, les romans adultes. Enfin, je pense qu'un lecteur peut aller piocher aussi bien un adulte dans la littérature jeunesse et qu'un jeune dans la littérature adulte. Enfin, mais en tout cas c'est une première. Et je suis à l'orée d'un texte, d'un roman. Il mature pour l'instant. Il est là, il gravite autour de moi. Je l'ai pas encore complètement empoigné, mais je sais où je vais. Donc ça, c'est pareil, c'est dans 2-3 ans qui pourra peut-être paraître. Et je travaille aussi sur un essai sur la littérature, un essai sur la littérature et la géographie. Quelles sont selon vous les différentes étapes de conception d'un livre? Je veux bien m'y coller. Je crois qu'il y a vraiment autant de chemins qu'il y a d'auteurs et peut-être même de textes, que chaque texte a son propre régime d'enfantement.
moi, je peux identifier, en tout cas dans ce que j'ai constaté, moi, je peux identifier une phase de rumination sans écrire, quand l'histoire commence à prendre forme dans l'esprit. Ensuite, il y a la phase de coulée première du texte. Ça se fait pas d'un seul jet, hein, mais c'est quelque chose qui est habité par le doute, par les possibles, enfin voilà. Donc ça, c'est jusqu'à ce qu'on ait fini, qu'on soit arrivé au bout de ce pan-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite arrive la phase plus artisanale, où je reviens sur le texte. Je vais parler à je, puisqu'il s'agit vraiment de mon processus d'écriture, où je reviens sur le texte, à l'établi, et où là, c'est davantage du travail d'orfèvrerie, sur la langue, la phrase, les mots, la justesse des mots, la ponctuation, etc., etc. Moi, c'est un petit peu différent suivant que j'écris sous mon nom ou sous pseudonyme. Quand j'écris sous pseudo, j'ai un scénario. Et après, j'écris en fonction des scènes que j'ai prévues. Et quand j'écris sous mon nom, j'ai rien du tout. Je pars avec une idée, une image, un souvenir, une phrase, et puis je vois où ça me mène. Donc, dans un cas, c'est très construit. Dans l'autre, pas du tout. Donc, moi, j'avais une question pour Laurine Roux. Pourquoi ne pas avoir fait mourir Gemma quand elle s'est prise une balle dans la nuque par son père? C'est pas une balle. Enfin, c'est pas une balle, c'est un coup dans l'occiput, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Mais c'est pas une balle, c'est un coup. C'est un coup. C'est un coup. Ah, pourquoi un coup dans le cou. Oui, elle se prend un coup, il lui tape derrière la tête. Parce que il n'a jamais été question quand le texte a pris forme c'était le père qui devait mourir. Je savais que c'était le père qui devait mourir. Je savais pas comment, je savais pas qui. Pendant longtemps, j'ai hésité entre Gemma et June, mais il était évident que Gemma survivrait. Excusez-moi, j'ai une question encore, et c'est est-ce que vous avez lu d'autres romans de la section Folio? Et si c'est le cas, quelle a été votre opinion dessus? Alors moi, vous pouvez mettre 0 sur 1. J'ai lu, mis à part le roman de Rebecca, j'en ai lu aucun. Bah t'en as lu un alors. Oui, mis à part. Mais... Donc tu peux donner ton opinion. Ah oui, non, bien sûr. Non, mais alors je peux m'y coller complètement à ça parce que c'est un texte que j'ai adoré, que j'ai infiniment aimé. Alors ce qu'on se disait juste avant de commencer, c'est que Rebecca, elle a vu dans nos deux textes les grandes différences qu'il y avait. Moi, j'ai vu les échos. Et d'autant plus que ça a résonné avec de la matière intime, puisque j'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille, à côté d'un camp de gens du voyage, sédentarisé, et donc ça a résonné très très fort. Alors, moi, pareil, je n'ai lu que celui de Laurine, mais je tiens à dire que, voilà, on lit beaucoup d'autres livres et, voilà, j'ai pas lu ceux de la sélection, mais je rattraperai ce retard, bien sûr. Et heureusement, je l'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est toujours compliqué quand on doit rencontrer un auteur ou une autrice dont on n'a pas aimé le livre. Bon, on est un peu obligé de faire comme si. En l'occurrence, j'ai pas à me forcer, je l'ai beaucoup aimé. Et, il m'a plutôt rappelé des séries comme Walking Dead ou comme The Last of Us, bon, qui est sorti plus tard, mais je l'ai trouvé très beau, très émouvant, très singulier. J'étais très heureuse du coup que cette rencontre ait lieu, même si j'ai été effectivement plus sensible aux différences qu'aux ressemblances. Mais maintenant, je vois les ressemblances. Et du coup, pour conclure, dans les deux œuvres, c'est quoi le message final, la globalité du message? Qui pose cette question? Le message de quoi, en fait? De nos livres, tu veux dire? Oui. Alors, moi, je tiens à dire que je n'écris pas de livre à message et que je compte sur l'intelligence du lecteur pour se faire son idée, se faire son jugement. J'espère l'avoir un petit peu déstabilisé dans l'intervalle. Mais si tu veux, si commençant un livre, on se disait qu'on allait transmettre un message univoque, ça ferait un livre très pauvre. Donc, je pense qu'il y a bien sûr qu'il y a des messages, mais ils doivent rester très implicites et surtout, il doit y avoir une espèce d'ambivalence et de complexité du message. Donc, je peux réduire aucun de mes livres à un message.
Idem. Alors là, vraiment, je souscris à tout ce que tu viens de dire. Ça, la question du message, ça concerne le lecteur. Ça te concerne toi. Et moi, je suis tout à fait comme Rebecca. Je fais grande confiance et dans le roman et dans l'intelligence du lecteur pour aller faire son miel, son propre miel, et butiner le livre pour faire tout ça. Je déteste quand j'ai l'impression moi, en tant que lectrice, qu'on me prend par la main pour me dire il faut pleurer à ce moment-là, il faut penser ceci, il faut penser cela. Moi, ça a le don de me hérisser, ce genre d'intention que je pourrais percevoir à l'œuvre dans un texte. Et justement, il me semble que le roman est peut-être le lieu le plus approprié pour que l'émotion, l'histoire, la péripétie, l'intrigue, les motifs poétiques, tout ça, crée de la pensée, et de la pensée ambiguë. C'est le laboratoire, pour moi, le plus intéressant qui soit de l'ambivalence, le roman. Où, on parlait tout à l'heure de zone grise, voilà, ben là, c'est le lieu, et nous, on est très opaques à nous-mêmes, hein, les humains. En même temps, moi, je trouve que cette question du message, elle me paraît très intéressante. Parce que quand on lit un livre, on se demande toujours, souvent il y a un message, et c'est pas forcément un message que l'auteur a voulu mettre intentionnellement. Le message est là dans la vision du monde qu'a l'auteur, dans le rapport au monde des personnages. Moi, l'impression que j'ai eue, je peux vous dire la mienne, c'est tout, c'était que dans le roman de Rebecca, je l'ai déjà dit tout à l'heure, même si effectivement il y a ce personnage solaire de Mohan, j'y ai vu le trajet de Carrel, et un trajet finalement dont pour moi il ne se sort pas. Il y a quelque chose de vraiment assez pathétique dans l'histoire de Carrel, avec ce désir de gloire qui n'aboutit pas, cette histoire d'amour raté, ce presque meurtre. Enfin, il a quand même laissé cette fille comme un vrai légume. Et donc j'y ai vu quelque chose sur la transmission, la violence de la violence que fait la violence sur cet enfant complètement abîmé pendant l'enfance. Et quant au livre de Laurine, j'ai lu sur internet quelque part que c'était une fable post-apocalyptique sur la supériorité masculine, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais en fait de fable, moi j'ai vu une fable sur 2 autres sujets. Je me suis demandé si c'était une fable sur l'éducation, pas seulement sur l'amour, mais aussi sur l'éducation. Et le deuxième sujet sur l'humain, tout simplement, puisque nous avons ce personnage de Gemma qui naît dans ce monde après l'apocalypse, qui ne sait rien du monde, qui ne connaît que son père, sa mère, et ce qu'on lui apprend, qui est à tuer les oiseaux, à dépecer les animaux, et qui n'a rien d'humain. Elle est programmée, elle est comme un petit robot, et pourtant, elle sent quelque chose au creux de son ventre, une petite voix, et la première fois où elle va rencontrer l'aigle, elle sent quelque chose qui échappe à sa formation, à sa robotisation, et qui va faire qu'elle ne veut plus tuer les oiseaux. Donc moi, j'y ai vu une fable de l'humain. Vous voyez, donc voilà, ceci pour vous dire, voici les messages que moi j'ai lus dans ces romans, mais qui ne sont pas nécessairement les messages qui ont déposé les autrices. Elles ont écrit des textes ouverts, où nous allons lire, où nous allons recueillir nos propres messages. Oui, il y aura sans doute autant de messages que vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, encore une autre question. Quel est votre parcours du coup scolaire, et est-ce que vous pensez qu'il faut des études quelconques pour avoir des livres à réussite? Par exemple, moi j'ai pas une écriture de fou et j'ai pas énormément de vocabulaire. Est-ce que je pourrais réussir pour ma part? Alors moi j'ai fait des études de lettres, et pour répondre à la dernière partie de ta question, je dirais que si tu n'as pas une écriture de fou et pas de vocabulaire, non, il faut pas que tu écrives. Et surtout, il faut que tu commences par lire, parce qu'en fait, les gens qui se lancent dans l'écriture sans avoir rien lu, pourquoi? Tu vois, si tu n'as pas toi-même reçu l'émotion de la littérature, de la poésie, du théâtre ou du roman, pourquoi est-ce que tu te lancerais dans l'écriture? Tu vois. Alors, à mon avis, si tant est que tu essaies ce projet, il faut d'abord lire énormément, me semble-t-il. Après, il y a d'autres arts, hein, et d'autres façons de réussir que l'écriture.
Mon parcours, j'ai fait des études de lettres à 2 pas d'ici. Tu vois, à Marseille d'abord, à Aix ensuite, très classiquement, et puis après j'ai commencé à enseigner. Mais l'écriture, alors là où peut-être ça répond aussi à ta question, c'est que il n'y a pas que les bons élèves qui deviennent des écrivains, ça c'est sûr. Au contraire, à mon avis, plus tu es scolaire, plus tu écriras des choses ennuyeuses et sans intérêt. Donc on peut très bien être un grand auteur sans avoir réussi ses études. Ça c'est encore autre chose. C'est ce que j'allais dire. C'est que dans mon parcours à moi, qui ai fait des études littéraires aussi, mais parce que je pense que je n'osais pas me dire que je voulais écrire, parce que c'était trop élevé pour moi, l'idée d'ambitionner de publier, d'écrire de la littérature à l'époque, et je me suis dirigée vers la littérature et vers l'enseignement parce que ça me paraissait correspondre un peu, je pense, aux déterminismes sociaux qui étaient les miens. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que mes études de lettres, moi, m'ont un petit peu, alors je peux pas dire handicapée par rapport à l'écriture, mais ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé du tout, et au contraire, le fait d'analyser la littérature, de la décortiquer, c'était très loin du souffle que je cherchais et que j'attendais et que je trouvais moi dans la lecture. Et là je reviens à ce que tu disais, moi dans mon rapport à la littérature, c'était essentiellement la lecture, et je retrouvais en écrivant un plaisir très proche de création, et il a fallu quelques années pour que je m'émancipe de la littérature et des grands auteurs qui étaient mes modèles, où je me dise, moi ma voix, c'est pas cette voix-là, et je vais la trouver, et je vais arrêter d'essayer d'écrire comme Victor Hugo, comme je sais pas, enfin voilà, les grands auteurs qui me semblaient inégalables. Et donc j'ai mis très longtemps, et j'ai commencé mon premier roman à l'écrire, j'avais 30 ans, et je l'ai publié, tu vois, 8 ans après, 38 ans. C'est un temps long, le temps de l'écriture, c'est un temps de patience qui nécessite vraiment de croire dans le pouvoir des mots, enfin voilà, je pense que moi je pense que j'ai toujours su que je voulais écrire sans me le permettre. Et après, rien ne vous empêche d'écrire de façon un peu, comment dire, pour vous exprimer, sans penser publication, carrière, succès, écrire des poèmes, écrire des chansons, tenir un journal, s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ça, je pense que vous pouvez tous le faire, et ça peut tous vous rendre extrêmement heureux de le faire. Est-ce que le fait de lire le fait de regarder des films donne autant d'inspiration que de lire des livres? Le fait de regarder des films donne autant d'inspiration que le fait de lire des livres, ou pas du tout? Moi, tout m'inspire, donc aussi bien effectivement les films que le reste. Et souvent, je me réfère à des films ou à des séries dans ce que j'écris. Cela dit, si j'avais votre âge aujourd'hui, je pense que je serais happée par l'univers de la série, du cinéma, et peut-être que je lirais beaucoup moins que je ne lisais quand j'avais votre âge. Ça répond pas vraiment à ta question. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas que ni le cinéma ni la littérature pour inspirer. Enfin, moi, la vie. Enfin, moi, ouvrir ses yeux, regarder ce qui se passe autour, mais dans un café, dans la rue. Enfin, il n'y a pas que moi, essentiellement, c'est la nature mais dans la ville, je suis tous sens ouvert, enfin, en éveil. C'est aussi ça, c'est l'existence dans son jus même qui est matière à écrire. Il y a pas que l'art qui est source de matière romanesque, à mon sens. Je fais feu de tout bois, moi. Et est-ce que aussi vos rêves peuvent être source d'inspiration, ou pas du tout? Ouais, les rêves lorsque vous dormez. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Henry James, qui disait « Tell a dream, lose a reader ». Racontez un rêve, vous perdrez votre lecteur. Et c'est vrai, c'est très ennuyeux en fait les rêves des autres. Donc moi, ça m'arrive de m'en inspirer, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop plombant. Et ça m'inspire, oui. Ça peut inspirer parce que ça peut te signaler aussi, les rêves te signalent des zones d'obsession, de hantise, de désir. Enfin voilà, ça va plus t'éclairer sur là où tu vas aller. Après, raconter un rêve, c'est vrai que c'est d'un ennui terrible. Merci. Bon, là, c'est plus un élève, mais c'est un enseignant. Hein, donc voilà, qui pose une question qui me vient là. Justement, alors 2 questions.
en relation justement avec l'activité professionnelle que nous partageons. Première question, est-ce que, peu importe, dans un de vos romans, est-ce qu'il y a eu parfois, ou souvent, je ne sais pas, une inspiration des personnages, des lieux, etc., en relation avec votre activité professionnelle d'enseignante? Et deuxième question, est-ce que, à tout hasard, cela vous est arrivé d'avoir abordé certains passages de vos romans, de vos livres, de les avoir vus en classe avec vos élèves? Ou alors pourquoi pas aussi, justement quand vous étiez lancé dans l'écrit peut-être d'un futur roman, d'un futur écrit, pour peut-être avoir le retour d'un lecteur, mais même d'un jeune public, pourquoi pas, voir aussi qu'est-ce que ça pouvait donner déjà une piste de cet écrit. Voilà. Alors moi, je mets souvent mes collègues dans mes livres, en fait. C'est une façon de leur adresser un signe amical, donc ils se reconnaissent, Madame Conil, Monsieur Toulza, voilà, j'en mets toujours 1 ou 2 par livre. Après, je parle rarement du monde du travail dans les miens de livres, donc du coup, voilà. Il n'y a pas énormément de profs ou d'instits dans mes romans. Et l'année dernière, j'ai profité du fait que j'ai un pseudonyme et que mes élèves ne le connaissent pas pour leur faire étudier un de mes livres, un passage de Idée des hommes. C'était à une classe de BTS. Et en fait, ça a fait un flop. Ils ont pas du tout aimé et j'étais vexée et j'aurais même pas dit que c'était de moi. Parce que vraiment, c'était un peu la honte. Donc j'aurais pas dit. Donc ils ont étudié ce texte comme un autre texte dans un groupement de textes autour de la. C'était un passage dans Idée des hommes autour de la musique. Je sais plus lequel, je me rappelle plus. Mais il fallait leur faire lire la scène du meurtre de Gabriel. Non, ça, il fallait que ça ait un rapport avec la musique. Bon, voilà, je me suis dit, allons-y. Et vraiment, le flop total. Donc, je ne le referai plus. De toute façon, j'arrête d'enseigner, donc. Non, moi, ça m'est jamais arrivé de faire lire un de mes textes à mes élèves. Ça m'est arrivé dans les quarts d'heure lecture du matin de voir un élève. Moi, j'aime bien regarder mes élèves un peu comme le berger regarde son petit troupeau paître. Et ben moi, j'aime bien les regarder lire dans le silence, et ce silence partagé et fertile, puisqu'ils sont en train de lire, me plaît beaucoup. Ce moment-là, je le trouve beau. Et à cette occasion-là, une fois, je suis tombée sur un élève qui lisait le Sanctuaire. Et alors, ça a été vraiment une drôle de sensation. Je me suis sentie presque un petit peu. Il y avait une intrusion de quelque chose de profondément intime dans ce lieu où je suis Madame Roux. Je ne suis pas Laurine Roux. Ça a été très étrange, ça. Et une deuxième fois, il y a eu cette sorte de collision entre mes 2 casquettes. C'était à l'occasion d'une représentation dans mon établissement. À laquelle je n'avais pas souscrit, mais dans mes textes qui étaient pour la scène, qui étaient dits par une comédienne, et bien heureusement j'étais malade. Et donc j'ai eu le retour ensuite de mes élèves sur le texte, mais c'est les seules fois, et je suis pas du tout partisane de partager. Enfin moi j'ai pas du tout envie de ça. En revanche, je m'inspire beaucoup de ma fréquentation assidue des adolescents depuis 20 ans maintenant dans mes romans. La question du corps adolescent, de l'énergie adolescente, de cette chrysalide, de ce basculement entre l'enfance et l'âge adulte, ça évidemment, ça infuse dans mes romans. Ça, c'est évident. Il faut s'arrêter, c'est ça? C'est le moment où on va faire la signature. Si vous avez apporté des livres à faire dédicacer par les 2 autrices, on peut peut-être les applaudir. On vous applaudit aussi.